Je vais débuter cette présentation par quelques mots sur Santé publique France. Donc, Santé publique France, c'est l'Agence nationale de santé publique. Donc, c'est un établissement public administratif qui est sous tutelle d'un seul ministère, le ministère chargé de la santé, et qui a été créé en avril 2016 à partir de 3 instituts, de l'Institut de veille sanitaire, de l'INPES, donc l'Institut pour la prévention et l'éducation sanitaire, et de l'EPRUS, donc qui était l'établissement de préparation et de réponse à l'urgence sanitaire, ainsi que d'un groupement d'intérêt scientifique, ADALIS, qui est tabac infoservice, drogue infoservice. Donc, Santé publique France a plusieurs missions, celle de mieux connaître, d'expliquer, de protéger, de promouvoir la santé des populations et d'intervenir en cas de crise sanitaire, donc comme on l'a vu ces derniers temps. Donc, ces activités, elles sont coordonnées selon 3 axes. Donc, l'axe d'anticipation, l'axe de compréhension et l'axe d'action. Donc, les activités en lien avec l'axe d'anticipation, c'est détecter les risques sanitaires et apporter les éléments de décision à la puissance publique et assurer la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance. Ce qui est de l'axe de compréhension, donc l'idée, c'est d'améliorer la connaissance sur l'état de santé de la population, sur les comportements et sur les risques sanitaires, et de concevoir également les stratégies d'intervention en prévention et promotion de la santé. Et enfin, donc sur le dernier axe, il s'agit de promouvoir la santé, d'agir sur les environnements et d'expérimenter et de mettre en œuvre les programmes de prévention pour répondre aux crises sanitaires. Donc, en termes de chiffres clés de l'agence, ce qu'on peut dire, c'est que cette agence, elle est composée d'environ 600 agents, donc ils sont répartis sur le territoire métropolitain et outre-mer, puisqu'on a des antennes en région métropolitaine et en outre-mer. Le budget de Santé publique France, c'est environ 6 milliards d'euros, qu'on a à peu près 63 saisines provenant essentiellement du ministère de la Santé par an ou des agences régionales de santé, et qu'on produit environ 1500 publications. Donc juste pour terminer cette présentation, donc Santé publique France aujourd'hui est organisée en 6 enjeux prioritaires. Donc le premier, mais qui n'est pas classé par ordre de priorité numéro 1, si je puis dire, c'est la santé, l'environnement, le changement climatique et l'environnement de travail. Son deuxième enjeu, c'est l'anticipation, la préparation et la réponse aux menaces de santé publique. Le troisième, c'est le numérique en santé publique. Le quatrième est composé des fardeaux des maladies et de leurs déterminants, l'efficacité des interventions et le retour sur investissement. Le cinquième, c'est la stratégie de prévention, marketing social et approche par population. Et enfin, le dernier est sur les inégalités sociales, vulnérabilité territoriale. Donc, sur l'organigramme de Santé publique France, donc on a plusieurs directions métiers donc, qui sont en bas de la diapositive en bleu, dont une qui est donc la direction santé, environnement, travail. Et on est organisé classiquement avec un conseil scientifique, un conseil d'administration, un comité d'éthique et de déontologie, un comité d'orientation et de dialogue donc, qui est ouvert vers la société civile, et ensuite donc, des services support administratifs, financiers et de communication. Donc, juste pour la direction santé, environnement, travail à laquelle on appartient, donc Julien et moi, donc elle est organisée en 4 unités. Donc une unité, comme je vous disais, qui surveille les expositions, dont je suis la responsable. L'unité dans laquelle Julien est responsable donc, de son programme, c'est l'unité surveillance des pathologies en lien avec l'environnement et le travail. Une unité sur la qualité des milieux et santé des populations, qui s'occupe plutôt de tout ce qui est pollution de l'air, qualité de l'air intérieur, qui a également des cohortes de santé au travail, donc Cosette MSA et Cosette RSI par exemple. Et enfin, donc une dernière unité qui est l'unité développement, structuration et partenariat. Donc maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je voulais également commencer par faire un élément de contexte sur la biosurveillance, donc, puisque là, on va parler de surveillance des expositions. Surveillance des expositions notamment donc, avec le sujet du jour sur les métaux et sur les perturbateurs endocriniens. Donc juste pour vous faire un rappel de ce qu'est la biosurveillance, à quoi ça sert.
Donc, en termes de biosurveillance, l'intérêt, c'est de pouvoir, en fait, mesurer, l'exposition après intégration de toutes les sources et les voies d'exposition. Donc, lorsqu'on a un polluant donc qui est présent dans l'environnement, il va donc passer les barrières biologiques, et on va pouvoir donc, le mesurer, dans le sang, l'urine, les cheveux, le lait maternel, donc des individus. Donc lui ou ses métabolites, donc ses produits de dégradation, donc pour pouvoir donc mesurer vraiment, une exposition et cela donc bien en amont de ce qui pourrait être effet sanitaire ou même effet biologique précoce. Donc on est vraiment dans des marqueurs, d'exposition. Et tout ce qui est du domaine, de biomarqueurs, d'effets, biologiques ou d'effets sanitaires, pour nous, aujourd'hui appartient plutôt au domaine de la recherche. Donc, à Santé publique France, ce qu'on fait en termes, de biosurveillance, c'est vraiment la mesure des biomarqueurs d'exposition, donc témoins, d'une exposition à des polluants de l'environnement. Donc pour terminer, sur le contexte, donc on a mis en œuvre donc, à Santé publique France un programme national de biosurveillance qui est issu donc, du Grenelle de l'environnement, qui a été décliné dans les différents plans nationaux santé-environnement, dont on est donc bien le pilote opérationnel et dont les pilotes administratifs et les financeurs principaux donc sont le ministère de la Santé et le ministère de la Transition écologique. Et aujourd'hui, en fait, ce programme, national, de biosurveillance, il est décliné en 2 volets qui sont complémentaires. Donc un volet, périnatal, donc qui s'appuyait sur un sous-échantillon de femmes enceintes qui avaient été sélectionnées dans une cohorte, qui était la cohorte ELF et qui nous a permis donc de mesurer l'exposition, des femmes qui ont accouché en 2011 à plus d'une centaine, en fait, de biomarqueurs d'exposition. Donc tous les résultats ont été publiés et sont disponibles si vous êtes intéressé sur notre site internet. Et un volet donc plus, population générale, donc population des adultes âgés de 18 à 74 ans et des enfants âgés de 6 à 17 ans, composé donc par l'étude ESTEBAN, qui est l'étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition. Et donc c'est cette étude sur laquelle, donc va porter plus particulièrement ma présentation et la présentation en fait, des résultats. Donc un peu plus largement, que simplement des objectifs de biosurveillance, donc l'étude Esteban, elle avait, 3 objectifs, principaux, donc à côté de ceux de biosurveillance. Elle avait également pour objectif en fait, de surveiller la consommation alimentaire, l'activité physique et la corpulence en fait, des Français donc entre 2014 et 2016 et d'établir en fait, des prévalences pour, les principales maladies chroniques et facteurs de risque cardiovasculaires, diabète, allergies et maladies respiratoires. Donc là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est, vraiment tout le volet, biosurveillance de cette étude Esteban et les 3 grands objectifs en fait, de cette étude Esteban en termes de biosurveillance. Donc c'était de décrire les niveaux d'imprégnation, donc d'exposition de la population donc âgée de 6 à 74 ans par les polluants de l'environnement, donc mesurés, à partir de différents prélèvements biologiques, sang, urine, cheveux, et afin donc d'établir des valeurs de référence d'exposition, c'est-à-dire des niveaux d'exposition de bruit de fond de la population française, qui nous permet, nous, par exemple, à Santé publique France, lorsqu'on a une situation, d'exposition, de pollution, particulière, dans un endroit localisé en France, de pouvoir également, faire des mesures d'imprégnation de différents polluants et de pouvoir les comparer donc à ces valeurs, de référence d'exposition et de voir donc si dans ces situations, d'exposition particulière, donc les personnes sont, plus exposées que la population française. Le deuxième objectif, de l'étude Esteban en termes de biosurveillance, c'était de comparer donc les niveaux, d'imprégnation, obtenus avec les études on a pu mener, de façon antérieure, en France ou à l'étranger. Donc c'est vraiment d'avoir des niveaux d'imprégnation donc, par rapport à d'autres programmes de biosurveillance qui peuvent se faire à l'étranger. Donc il y a certains grands programmes, connus qui existent donc, au Canada, aux États-Unis, ou en Allemagne, par exemple. Et également donc d'avoir des tendances en fait, d'exposition pour certaines substances qu'on avait déjà mesurées auparavant,
dans une autre étude qui s'appelait l'étude nationale nutrition santé et qui avait eu lieu en 2006-2007 et qui avait permis de mesurer déjà pour la première fois des métaux et certains pesticides. Et enfin, donc le dernier objectif de l'étude Esteban, c'était d'analyser les déterminants des niveaux d'imprégnation, c'est-à-dire de voir en fait quels étaient les modes d'exposition prépondérants en fait de la population à partir de données de questionnaires. Donc pour ça, on a étudié plus de 100 biomarqueurs d'exposition, dont des polluants organiques. Donc je vais vous présenter les résultats un peu plus tard, et des métaux, dont je vais également vous présenter ces résultats. Et pourquoi on s'est intéressé donc à ces substances-là? Parce que parmi tous les polluants qu'on avait ciblés, la plupart donc étaient cancérogènes ou avaient des propriétés donc de perturbateurs endocriniens avérés ou suspectés. Donc, en termes de mise en œuvre, ce qu'on a fait, c'est une étude transversale donc, qui a eu lieu donc, entre 2014 et 2016. Donc, on est allé au domicile des participants. On a réalisé 2 visites à domicile pendant lesquelles donc, on a recueilli par questionnaire les variables sociodémographiques et les variables d'exposition, donc qui nous ont permis ensuite d'analyser tout ce qui était déterminant de l'exposition. On a également donné une série d'auto-questionnaires à remplir aux participants et on a réalisé donc, un examen de santé donc, qui avait lieu soit dans un centre d'examen de santé de l'assurance maladie, soit au domicile des participants par un infirmier, qui nous a permis donc, de recueillir notamment des prélèvements biologiques, donc les premières urines du matin pour les participants, et également donc, une mèche de cheveux et des échantillons donc, de sang. Donc là, sur cette diapositive, vous pouvez voir donc, les biomarqueurs dont je vais vous présenter là brièvement les résultats qui ont été mesurés avec la matrice biologique donc, sur laquelle ils ont été prélevés et mesurés, et les effectifs en fait, sur lesquels ces biomarqueurs ont été mesurés, puisqu'en fait, ces études de biosurveillance, comme elles coûtent assez cher, et qu'elles sont souvent consommatrices de beaucoup de matrices biologiques, on réalise souvent donc, les dosages sur des sous-échantillons de population, mais toujours représentatifs de la population française. Alors, concernant les résultats du volet métaux, donc je vais d'abord vous présenter les résultats clés en fait mesurés donc, sur le plomb sanguin. Donc, ce qu'on a pu dire sur le plomb sanguin, c'est que là, on avait obtenu donc, des premières données d'exposition métropolitaine sur la tranche d'âge des 6 à 17 ans, puisqu'on avait déjà donc, des données sur les plus jeunes enfants et sur les adultes, mais c'était la première fois qu'on mesurait le plomb sur un échantillon représentatif de cette tranche d'âge-là. Ce qu'on a pu montrer également dans nos résultats, c'est que l'exposition de la population par le plomb, elle est généralisée, alors que le plomb est un composé neuroreprotoxique à effet sans seuil. Et on l'avait vraiment mesuré donc, chez 100% des participants. Ce qu'on a pu également montrer, c'est que les niveaux d'imprégnation, ils étaient en baisse dans la population générale par rapport à ce qu'on avait pu mesurer dans l'étude antérieure en 2006 et 2007. Les déterminants de l'exposition qu'on avait retrouvés étaient variés, mais ils étaient cohérents avec tous les facteurs d'exposition connus, donc à savoir l'alimentation, l'eau du robinet, la consommation d'alcool, la consommation de tabac, l'âge et également l'ancienneté du logement, donc qui est un déterminant de l'exposition qui influence énormément donc, les niveaux de plombémie. Et en termes de comparaison, donc ce qu'on a pu montrer, c'est que les niveaux d'imprégnation qu'on avait mesurés étaient plus élevés par rapport à ceux qui avaient pu être observés en Amérique du Nord, c'est-à-dire aux États-Unis, au Canada, et qu'ils étaient similaires à ce qui avait pu être observé dans certains autres pays européens. Donc ça, c'était les messages pour le plomb. On a également donc, mesuré l'arsenic. Donc juste pour rappel, l'arsenic il est naturellement présent dans l'environnement. Il a de nombreuses applications industrielles ou agricoles. Il est notamment utilisé dans le traitement du bois. Il est présent dans les batteries. Il est utilisé dans la peinture, dans l'industrie du verre.
Donc, on a mesuré 2 types de biomarqueurs pour l'arsenic, donc l'arsenic total dans les urines et l'arsenic inorganique et 2 métabolites, MMA et DMA, également dans les urines. À savoir que donc, ces biomarqueurs-là étaient des témoins en fait d'une exposition récente, donc d'une exposition de quelques jours, puisque ce ne sont pas des molécules en fait qui vont s'accumuler dans le corps humain. Donc ce qu'on mesure est vraiment, le témoin d'une exposition, enfin voilà, des derniers jours avant le prélèvement. Donc, pourquoi on a réalisé, ces 2 biomarqueurs? Puisque l'arsenic, total, il est, en général, présent, il était présent donc, chez 100 de la population, enfin on l'a mesuré donc chez 100 de la population. En termes de mode d'imprégnation, ce qu'on a retrouvé, qui a influencé donc les concentrations en arsenic total, c'est la consommation de poissons, la consommation de mollusques et de crustacés et l'exposition professionnelle chez les adultes. En termes de comparaison, ce qu'on a pu, montrer, c'est que les niveaux qu'on avait obtenus dans l'étude Esteban étaient supérieurs aux pays, d'Union européenne du Nord. Également, supérieurs à ce qui a pu être mesuré aux États-Unis et au Canada, mais inférieurs à ce qui peut être mesuré dans les pays de l'Union européenne du Sud, type, Espagne. Parce que ce biomarqueur-là, en fait, est très dépendant, comme on peut le voir, de la consommation, en fait, de poissons et c'est vrai que les pays, de l'Union européenne du Sud sont en général plus consommateurs donc de poissons, mollusques et crustacés. En termes de variables sociodémographiques, ce qu'on a montré donc, c'est que les hommes étaient moins imprégnés et que plus les enfants étaient âgés et moins ils étaient imprégnés en arsenic total. Pour l'arsenic inorganique et ses 2 métabolites, donc on l'avait quantifié également chez 100 de la population. Donc en général, c'est un biomarqueur qui est moins dépendant de la consommation alimentaire. C'est pour ça qu'on l'avait mesuré en plus de l'arsenic total. Cependant, on voyait que la consommation de mollusques et de crustacés augmentait quand même, les concentrations d'arsenic inorganique et ces 2 métabolites, ainsi que la consommation d'eau embouteillée chez les enfants. On a retrouvé, des niveaux qui étaient supérieurs, à ce qui avait pu être, mesuré par rapport à l'étude qu'on avait faite de façon antérieure 10 ans auparavant chez les adultes. Et on a retrouvé donc des niveaux, chez les adultes supérieurs, aux autres pays, mais par contre pour les enfants, on avait des niveaux qui étaient assez similaires à ce qui peut être mesuré ailleurs. Et en termes de variables sociodémographiques, donc on a vu que plus les personnes étaient, âgées et moins elles étaient imprégnées. Donc, sur l'arsenic, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un seuil qui a été élaboré donc, par l'HAS en partenariat avec la Société de toxicologie clinique et qui est un seuil de recommandation de bonnes pratiques à l'intention des professionnels de santé pour réaliser donc le dépistage, la prise en charge et le suivi des populations qui résident sur des sites et sols pollués ou à risque de pollution par l'arsenic. Et donc ce seuil, il est égal à 10 microgrammes par gramme de créatinine et 10 microgrammes par gramme de créatinine plus 11 microgrammes par litre chez les enfants de moins de 12 ans. Et donc lorsqu'on comparait, ce seuil donc de dépistage et de prise en charge, par rapport à ce qu'on a pu observer donc dans notre étude, l'étude Esteban. Donc ce qu'on a pu, observer, c'est qu'on avait, 27,7 de la population adulte, donc qui dépassait ce seuil. 2,8 de la population, des enfants âgés de moins de 12 ans et 2,3 donc de la population des enfants âgés de 12 ans et plus. Pour le cadmium, donc qui est également naturellement présent dans l'environnement, dans les sols, dans l'air, dans les eaux, du fait qu'il est présent dans la croûte terrestre et qu'il est aussi également apporté, par les activités, humaines, industrielles et agricoles. Il est notamment, très présent dans tout ce qui est engrais minéraux phosphatés ou fertilisants. On a mesuré, toujours dans les urines, donc le cadmium, mais à savoir que cette fois-ci, en fait, c'est un biomarqueur qui est cumulatif, c'est-à-dire il ne s'élimine pas rapidement, en fait, de l'organisme et donc lorsqu'on réalise cette mesure du cadmium urinaire, donc ça reflète l'exposition des 10-15 dernières années, donc avant le prélèvement. Donc en termes de mode d'exposition et de quantification, donc ce qu'on a montré, c'est que le cadmium, il avait été quantifié donc chez 100 de la population.
que les personnes s'imprégnaient par le cadmium avec la consommation de coquillages, de crustacés, la consommation de tabac donc chez les adultes et la consommation de céréales du petit déjeuner chez les enfants. On a retrouvé que les niveaux étaient plus élevés que ce qui avait pu être mesuré 10 ans auparavant chez les adultes et qu'ils étaient également plus élevés que ce qu'on pouvait observer dans les pays européens ou d'Amérique du Nord. Et en termes de variables sociodémographiques chez les adultes, donc on a montré que les femmes étaient plus imprégnées en cadmium et que, donc ce qui est normal puisque c'est un biomarqueur cumulatif, donc plus on était âgé et donc plus on était imprégné par le cadmium. Donc pour le cadmium, il existe également une valeur sanitaire, un seuil sanitaire, donc qui a été construit cette fois-ci par l'ANSES et qui l'a établi à 0,5 microgrammes par gramme de créatinine, à ne pas dépasser à 60 ans, en supposant que l'ingestion soit la seule source d'exposition de cadmium. Et cette valeur, en fait, elle a été construite sur des études épidémiologiques qui ciblaient des effets osseux. Donc voilà. Donc quand on regarde l'échantillon Esteban et qu'on rapporte ça à la population adulte française, ce qu'on a pu observer, c'est que donc il y en a plus de 47% de la population adulte française qui dépasse en fait ce seuil de 0,5 microgrammes par gramme de créatinine, donc basé, comme je vous le disais, sur des effets osseux. Quand on passe au chrome, qui est lui aussi naturellement présent dans l'environnement et utilisé dans de nombreuses applications. Donc lui, il a une élimination triphasique, donc ce qui fait que, en fait, il est le reflet d'une exposition qui peut varier de quelques heures à plusieurs années. Donc il a été également quantifié chez 100% de la population. Et on a également retrouvé pour les adultes que la consommation de poissons augmentait les concentrations en chrome, ainsi que le fait de porter un implant métallique. On a également retrouvé que les niveaux mesurés dans l'étude Esteban étaient supérieurs à ce qui avait été mesuré 10 ans auparavant et qu'ils étaient également supérieurs à ce qui peut être mesuré dans les autres pays de l'Union européenne. Et en termes de variables sociodémographiques, donc on a retrouvé que les enfants les plus âgés étaient moins imprégnés et chez les adultes que l'IMC, avec l'augmentation de l'IMC, on avait une augmentation de l'imprégnation par le chrome. Si je passe maintenant au cuivre, qui est également présent dans de nombreuses applications industrielles ou agricoles et qui est un élément essentiel. Donc lui, il a une excrétion rapide et une demi-vie dans le sang qui est de 13 à 33 jours. Donc sa mesure est le reflet d'une exposition assez récente. Donc on l'a quantifié chez plus de 97% de la population. Et en termes de mode d'imprégnation, donc on a retrouvé la consommation de tabac et la consommation de légumes qui provenaient de l'agriculture biologique chez les enfants. Et par contre, en termes de comparaison avec les autres pays, on a retrouvé des niveaux similaires à ce qui peut être mesuré ailleurs. En termes de variables sociodémographiques chez les enfants, pareil, on a retrouvé que les enfants les plus âgés étaient les moins imprégnés. Et par contre, on a retrouvé une diminution de l'imprégnation par le cuivre avec l'augmentation de l'IMC. Donc enfin, si je passe au mercure, donc le mercure, lui, on l'a dosé sous deux formes. Donc, on a dosé le mercure dans les cheveux et le mercure urinaire. Il faut savoir qu'en fait, ça ne représente pas la même chose en termes de toxicité et d'exposition. Donc, dans les cheveux, ce qu'on mesure, c'est le méthylmercure qui a une demi-vie de 1 à 6 mois. Et dans les urines, donc, on mesure plutôt le mercure inorganique et qui a une demi-vie de 1 à 3 mois. Voilà, sachant que le méthylmercure, il est classé cancérogène possible pour les humains et en particulier pour le cancer du rein. Donc, en termes de quantification, donc pour le méthylmercure cheveux, donc on l'a quantifié chez quasiment 100%, quasiment 100% de la population. En termes de mode d'imprégnation, ce qu'on a retrouvé, c'est que la consommation de poissons gras… Oui, Oui. oui. Bon, je vais voir si quelqu'un a allumé son micro, je crois, par erreur. D'accord.
Bon, alors je continue. Je croyais que c'était une question. Donc les modes d'imprégnation principaux donc, sont la consommation de poissons gras, de coquillages, de crustacés, le traitement de cheveux chez les adultes. On a retrouvé par contre les niveaux étaient exactement similaires à ce qui avait pu être mesuré 10 ans auparavant. Qu'ils étaient supérieurs à ce qui peut être mesuré dans les pays de l'Union européenne du Nord ou du Canada, mais inférieurs aux pays de l'Union Oui. européenne du Sud. Donc comme ce qu'on a pu voir par exemple, pour l'arsenic, puisque ce sont en fait des substances qui sont très dépendantes en fait, de la consommation de poissons ou de coquillages. Donc on retrouve toujours ce Allô? gradient, nord-sud européen. J'arrive pas à vous passer monsieur Malzik, je vais Pour le voir. mercure urinaire, on l'a quantifié donc chez plus de 96 de la population et en termes de mode d'imprégnation, Parce que je suis en ce qu'on a coopérative. retrouvé, c'était, qu'il y avait une augmentation en fait du mercure urinaire chez les adultes qui avaient, des implants, dentaires, et également mais dans une moindre mesure avec la consommation de poissons, de coquillages et de crustacés. On a également retrouvé en termes de comparaison des niveaux supérieurs aux pays de l'Union européenne du Nord et du Canada et inférieurs aux pays de l'Union européenne du Sud. En termes de variables sociodémographiques, donc chez les enfants, on a retrouvé que l'imprégnation était diminuée chez les enfants les plus âgés, que ce soit pour le dosage de mercure dans les cheveux ou mercure urinaire. Et chez les adultes, on a retrouvé que les hommes étaient moins imprégnés en fait, que les femmes en ce qu'il s'agissait du mercure urinaire. Donc, pour le mercure, il y a également un seuil sanitaire qui existe et qui a été construit par la Société française de toxicologie clinique et qui est égal à 1,5 microgramme par gramme de cheveux. Et dans notre étude, on avait 18 enfants donc, qui dépassaient le seuil. Et en termes de population d'enfants métropolitains, ça représentait 2,4% de la population des enfants métropolitains français. Pour le nickel, donc qui est également naturellement présent dans l'environnement, donc lui, on l'a quantifié chez plus de 98 de la population. On n'a pas retrouvé de modes d'imprégnation principaux et on a retrouvé des résultats qui étaient similaires à ce qui avait pu être mesuré auparavant et similaires aux autres pays de l'Union européenne, mais supérieurs à ce qui a pu être mesuré au Canada. Voilà. En termes de variables sociodémographiques, on a retrouvé que les garçons étaient moins imprégnés, que l'imprégnation diminuait avec l'âge et que l'imprégnation était diminuée, chez les personnes, les plus aisées. Voilà. Donc ensuite, on a mesuré, beaucoup d'autres métaux, mais je vais passer rapidement puisque le temps passe. Et donc, juste pour vous présenter en termes de messages, clés, ce qu'on a dit donc, sur ce volet métaux. Donc, c'était la première fois en fait qu'on mesurait, tous les métaux, dans la population des enfants donc, âgés de 6 à 17 ans, puisqu'on avait déjà, comme je vous l'ai montré, des premières mesures dans une étude, qui avait eu lieu auparavant, donc 10 ans auparavant. On a montré donc que les expositions, elles étaient généralisées puisque comme, vous avez pu le voir, on avait plus de 97 à 100 de quantification pour l'ensemble des métaux. On a en général retrouvé que les niveaux étaient, égaux pour le mercure cheveux ou le nickel ou plus élevés qu'en 2006-2007, que ce soit pour l'arsenic, le cadmium et le chrome. Et ça, en fait, ces niveaux qui ont augmenté sur ces 3 métaux-là, c'est cohérent avec, ce qui avait pu être observé dans les études de l'alimentation totale. Donc, c'est les études de l'ANSES qui mesurent, comme nous, on peut le faire, en fait, d'une façon biologique, tous les polluants de l'environnement dans l'alimentation. En termes de mode, d'exposition, ce qu'on a pu voir, donc c'était principalement en fait, des déterminants alimentaires qu'on a retrouvés en fait, qui influençaient les niveaux d'exposition aux métaux. Ce qui était assez cohérent avec ce qu'on peut, retrouver dans la littérature et ce qu'on sait des facteurs d'exposition connus, à savoir que donc voilà, la consommation de poissons et de produits de la mer donc, augmente les concentrations en arsenic, en cadmium, en mercure cheveux. Les céréales augmentaient donc les concentrations en cadmium. Et il y avait également une tendance pour celle de l'agriculture biologique avec le cuivre et que les légumes issus de l'agriculture biologique augmentaient les concentrations en cuivre. Il y avait également d'autres modes d'exposition qu'alimentaires, à savoir la consommation de tabac, donc qui augmente les concentrations en cadmium en cuivre. Également, donc le fait d'avoir un implant pour le chrome ou le fait d'avoir un amalgame dentaire pour le mercure urinaire.
Et en général, quand on se comparait donc aux autres pays, ce qu'on retrouvait, c'est des niveaux supérieurs à ceux qui pouvaient être retrouvés à l'étranger, que ce soit en Europe et en Amérique du Nord, donc sauf pour 2 métaux, le nickel et le cuivre. Donc je vais passer maintenant assez rapidement, aux résultats de l'étude Esteban, d'un autre volet qu'on a fait, donc qu'on avait appelé, polluants du quotidien et donc qui, cette fois-ci, concerne, un peu plus donc tout ce qui était substances, perturbateurs endocriniens. Dans ce volet-là, on avait mesuré également, tout ce qui était bisphénol, donc les bisphénols A, S et F. Donc on les avait quantifiés à environ 100 avec un gradient, c'est-à-dire qu'on avait retrouvé plus de bisphénol A que de bisphénol S ou de bisphénol F. Pareil en termes, de mode d'exposition, donc ce qu'on avait retrouvé, c'était une augmentation des concentrations des bisphénols S ou F avec la consommation d'aliments en conserve, de plats préparés ou de préemballés, une diminution de l'imprégnation avec l'âge des enfants et on avait retrouvé alors des niveaux en bisphénol A en France qui étaient supérieurs à ceux des États-Unis ou du Canada, mais similaires aux autres pays européens et ça, c'était différent pour le bisphénol S et F, où on retrouvait donc des niveaux, français un peu plus bas que ce qui peut être, retrouvés dans les pays nord-américains. Ça, c'est certainement, dû à la législation, nord-américaine, donc qui a été un peu plus en avance que nous sur la substitution, en fait, du bisphénol A par, le bisphénol S et F et que nous, par contre, dans notre étude, on avait du mal, en fait, à évaluer, l'impact de la réglementation puisqu'en fait, l'adoption de la loi sur les conditionnements, les contenants, les ustensiles, donc qui interdisait donc, le bisphénol A avait été adoptée en 2015, donc en plein, milieu de l'échantillonnage de l'étude Esteban, puisque nous, notre population a été échantillonnée entre 2014 et 2016. Donc on avait du mal à voir en fait, l'effet de la réglementation. Sur les phtalates, donc on les a également quantifiés chez quasiment 100 de la population, sauf pour 3 métabolites et en termes de mode d'exposition, donc ce qu'on retrouvait, c'était que la présence d'un revêtement de sol en vinyle, donc augmentait les concentrations en phtalates, chez les adultes et les enfants. Le sexe féminin également avait une influence en fait sur les concentrations en phtalates, donc les femmes étaient plus imprégnées que les hommes, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Que la consommation de vin et de tabac, augmentait également les concentrations en phtalates, ainsi que l'utilisation de produits cosmétiques et de produits pour les cheveux. Et on avait toujours, cette relation, de l'âge en fait, où les enfants en fait, les plus âgés, étaient, moins imprégnés, que les plus jeunes. En termes de comparaison, ce qu'on retrouvait, c'était des niveaux similaires à l'étranger, excepté pour un seul métabolite, donc qui était supérieur, dans l'étude Esteban, sans qu'on ait vraiment réellement, trouvé d'explication. Donc on avait également mesuré les retardateurs de flammes bromées, pour lesquels là, on avait un pourcentage de quantification qui était assez variable. En termes de mode d'exposition, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait une diminution en fait, avec la présence, une ventilation mécanique, contrôlée ou avec, la fréquence d'aération du logement. Donc l'aération semble vraiment avoir, une utilité en fait, dans l'imprégnation par le retardateur de flamme bromée et que par contre, les concentrations étaient augmentées avec la consommation de tabac, le temps passé en voiture, la consommation de fromage, parce que c'est des substances en fait qui sont assez lipophiles, donc qui peuvent se retrouver dans des aliments donc plutôt, gras et également avec la consommation de viande et de volaille qui provenaient du jardin et par contre pour les retardateurs de flamme bromée en France, donc on retrouve des niveaux qui sont bien inférieurs à ce qui peut être mesuré, aux États-Unis ou au Canada. Pour les perfluorés, donc on retrouvait des pourcentages de quantification assez variables, sauf pour 2 composés, donc les plus connus, le PFOS et le PFOA qui étaient quantifiés à 100. Donc, juste pour rappel, les perfluorés, pardon, on les retrouve dans beaucoup de produits, du quotidien, dans les revêtements anti-adhésifs des poêles, dans les enduits résistants aux matières grasses dans les emballages alimentaires, dans les cosmétiques, dans des produits phytosanitaires.
Et en termes donc, de mode d'exposition, ce qu'on retrouvait, c'est que les femmes étaient moins imprégnées donc, que les hommes, que la fréquence d'aération du logement avait également une grande incidence en fait, sur les niveaux d'imprégnation par les perfluorés, et que par contre, donc, les niveaux étaient augmentés avec l'âge, avec certaines consommations alimentaires et avec la fréquence d'utilisation de certains produits lors du bricolage ou de travaux. En termes de comparaison avec les autres pays, donc on retrouvait des niveaux qui étaient compris entre ceux des États-Unis et du Canada. Pour les parabènes, donc on avait très peu quantifié les parabènes. Il y avait un seul métabolite qui était quantifié à plus de 60 qui était le méthylparabène. Donc on retrouvait des niveaux qui étaient cette fois-ci très inférieurs à ce qu'on peut retrouver aux États-Unis et au Canada. Et en termes d'exposition, donc ce qu'on montrait, c'était que plus les personnes étaient âgées, plus elles étaient imprégnées par le méthylparabène, et que l'utilisation, sans surprise, l'utilisation de crème ou de produits de soins pour le corps, l'utilisation de vernis à ongles et de dissolvants, donc augmentait les niveaux d'imprégnation par les parabènes. Donc enfin, pour terminer, les éthers de glycol. Donc là, on avait un pourcentage de quantification qui était assez variable. On n'a pas pu comparer nos résultats avec ce qui a pu être mesuré à l'étranger, puisqu'on n'a pas retrouvé en fait, voilà, d'études à l'étranger qui avaient mesuré ces éthers de glycol. Et en termes de mode d'exposition, donc on retrouvait l'influence de la consommation de tabac et de beaucoup d'utilisation en fait de produits, à savoir des produits de toilettage pour animaux domestiques, de produits ménagers, de produits de soins pour les cheveux, de vernis dissolvant à ongles, l'utilisation de déodorants, et également donc l'exposition aux produits de maquillage, vernis et dissolvants à ongles. Donc, en termes de messages clés, donc pour ce volet et tous ces polluants du quotidien, donc cette fois-ci, c'était une première étude nationale donc sur un échantillon représentatif chez les enfants, mais également chez les adultes, parce qu'on n'avait jamais mesuré en fait ces polluants chez les adultes. Donc, on a également pu montrer que ces expositions, elles étaient généralisées, donc pour les bisphénols, le PFOS, le PFOA et les phtalates, qui sont des cancérogènes ou perturbateurs endocriniens suspectés ou avérés. On avait retrouvé en général des niveaux qui étaient plus élevés chez les enfants, sauf pour les perfluorés, des déterminants variés, cohérents avec ce qu'on peut retrouver habituellement. Il y avait l'alimentation, mais pas que. Il y avait également la fréquence d'aération qui était intéressante à montrer, puisqu'elle diminue les niveaux d'imprégnation de certains polluants. On a montré que les niveaux étaient cohérents avec ce qui peut être mesuré à l'étranger, sauf pour le BPS et le BPF où on avait des niveaux plus bas, ainsi que pour les retardateurs de flamme bromées et les parabènes. Et enfin, que l'impact des politiques publiques était difficile à évaluer avec cette première étude, puisque la réglementation était récente et évolutive. Donc, juste pour terminer rapidement cette partie, donc en termes de conclusion perspective, donc ce qu'on a pu établir comme recommandation, c'est de dire qu'il était nécessaire en fait de poursuivre les mesures donc, qui visent à diminuer les expositions de la population générale à ces substances, puisque comme on a pu le voir, on a une augmentation d'un certain nombre de métaux entre l'étude de NNS et l'étude de Esteban, sachant que ces métaux ont des effets néfastes sur la santé. Qu'il serait intéressant d'ancrer davantage donc, la lutte contre le tabagisme, y compris le tabagisme passif, par exemple afin de réduire l'exposition au cadmium. Donc, là, j'ai mis un petit exemple illustré. Chez les adultes, le tabac il entraîne une augmentation de plus de 50% d'imprégnation chez les fumeurs. Qu'il serait intéressant en fait, de répéter la mesure de ces expositions par de futures études pour les polluants du quotidien. Comme ça, on pourra voir en fait, l'évolution des expositions et l'impact de la réglementation. Et enfin, en termes d'alimentation, puisque c'était une des principales sources d'exposition aux métaux, donc il apparaît important de rappeler les recommandations du Plan national nutrition santé et de diversifier donc les sources d'aliments, notamment celles qui concernent le poisson. Donc le poisson et les produits de la mer ont beaucoup de qualités nutritionnelles, mais leur consommation, comme on a pu le voir, influence les concentrations en arsenic, cadmium, chrome et mercure. Et donc il est recommandé de consommer 2 fois par semaine du poisson, dont un poisson gras, en variant les espèces et les lieux de pêche. Et enfin, donc comme j'ai pu vous le montrer, il y a
peu de polluants pour lesquels on a des seuils sanitaires, donc qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'interprétation de nos résultats, et qui nous permettent de nous situer pas seulement sur des niveaux d'exposition. Donc ces seuils, ils sont disponibles pour le plomb, le cadmium et en partie pour le mercure, et donc il serait nécessaire en fait, de poursuivre l'élaboration de ces seuils pour pouvoir, estimer plus en avant les risques. Voilà, moi j'ai fini ma partie, donc je ne sais pas si vous avez des questions? Merci beaucoup pour cette présentation. Donc effectivement, certains chiffres ont été qualifiés d'alarmants et je pense qu'il va y avoir des réactions dans notre public. Donc vous pouvez lever la main ou intervenir directement. Il y a un des écrans qui est affiché et qu'il faudrait éventuellement éteindre, s'il vous plaît, parce que ça va apparaître dans l'enregistrement. C'est Monsieur Duval, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il y a beaucoup de personnes au niveau du CHU qui sont impliquées dans ces problèmes liés à l'environnement et qui vont certainement réagir. Oui, bonjour, Nicole Roitineau, du CHU de Marseille. Merci tout d'abord pour cette présentation. J'avais deux petites questions en fait. Si je ne me suis pas trompée concernant le chrome, vous avez cité comme facteur d'imprégnation chez les enfants la consommation de légumes provenant de l'agriculture biologique. Comment cela s'explique-t-il? Enfin, est-ce qu'il y a des déterminants, Alors des non, facteurs déterminants plus précisément? alors non, c'était pas pour le chrome, mais bon, je suis consciente que je suis allée très, très vite. Pour le cuivre, peut-être, C'était alors. pour le cuivre, beaucoup oui. de- Alors oui. oui, Oui. c'est normal, c'est parce que le cuivre est utilisé en fait dans l'agriculture biologique, pour lutter en fait, contre, tout ce qui est, moisissure, voilà, comme un produit phytosanitaire en fait, D'accord, naturel. c'est le sulfate Ouais, de cuivre, exactement. ces produits-là. Et deuxième point, concernant le mercure, par rapport au traitement des cheveux pour adultes. Donc, il s'agit de quel type de traitement? Des couleurs capillaires, j'imagine? Oui, pour, les traitements pour, défriser, les colorations, tout type de traitement en fait, effectivement, qui agissent soit sur la couleur, soit sur la nature, du cheveu, voilà, pour le défriser ou le permanenter. D'accord, donc ce serait assez répandu dans plusieurs types de traitements capillaires, a priori. Oui. Ok, très bien. Merci. Merci. Je vois une autre question. Monsieur ou Madame Buron? Il faut que j'enlève mon micro, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. J'ai une question par rapport donc à cet exposé. Est-ce que on peut, de notre propre initiative, demander à un médecin de nous faire quelque chose de biologique, enfin un examen biologique, pour savoir où on en est de ces métaux lourds? Alors non, en fait, ces bilans-là, ils sont pas faits en routine, nous, c'est vrai que qu'on fait ce type d'études de biosurveillance, on s'adresse à des laboratoires qui sont assez spécialisés, donc avec des contrôles qualité assez importants. Et puis en termes d'interprétation, c'est assez compliqué derrière puisque comme je vous le montrais, en fait, il y a très peu de métaux, pour lesquels il y a des seuils sanitaires, et ces seuils sanitaires, ils ont pas forcément non plus d'interprétation individuelle, en fait. Donc c'est vraiment des interprétations populationnelles. Donc voilà, donc pour ces raisons-là, c'est pas possible de demander, ce genre de bilan, en ville. D'accord. Et vu le nombre très très important de la population où l'on retrouve ces métaux, est-ce qu'on a des moyens par nous-mêmes de nous nettoyer, entre guillemets, parce que je vois évidemment, plus on vieillit et plus on est imprégné.
Donc, est-ce qu'on a des petites une méthode pour essayer de nettoyer notre corps de ce qui peut être vu comme un déchet? Alors, en termes de métaux, de biomarqueurs de métaux de l'exposition, il y a essentiellement le cadmium qui s'accumule. Les autres, ils s'accumulent pas forcément en fait dans l'organisme. Oui. Et après, non, moi, je ne conseillerais pas de méthode pour Ouais. Oui, c'est pas on sait que c'est pas bon pour la santé, mais malheureusement, on n'a pas de moyen d'éliminer en fait ces métaux. Non, le mieux, c'est de limiter ses expositions à la source, en fait. Oui, d'accord. Mais je vous remercie. Est-ce qu'on a une association décrite entre les niveaux d'exposition et certaines pathologies, en fait? Peut-être que vous l'avez dit au départ, Clémence. Alors, on en a très peu. C'est pour ça qu'on a du mal, en fait, à établir justement des seuils sanitaires et aller un petit peu plus loin dans l'interprétation, et que nous, on se situe vraiment dans des études d'exposition. Donc, pour le plomb, si Vous avez parlé d'effets osseux, par exemple. Ouais. Pour le cadmium, donc effectivement, il y a un seuil sanitaire qui a été établi, mais c'est un seuil populationnel, d'interprétation populationnelle sur des effets osseux. Pour le mercure, donc il y a un seuil qui a été établi sur tout ce qui est effet neurologique. Pour le plomb, c'est la substance pour laquelle effectivement le seuil est établi depuis plus longtemps, et pour la population des enfants. Donc tout le monde connaît la maladie, le saturnisme infantile. Et c'est à peu près tout. Après, aussi, on sait que l'arsenic, il va avoir des effets aussi rénaux, mais on a plus de mal à avoir en fait cette relation dose-réponse en fait. Ok. Et quand en fait on parle d'effets osseux ou d'effets neurologiques, on peut les décrire plus précisément. On trouve des études qui. Oui, tout à fait. Oui. Ok. D'autres questions? Oui, bonjour. Merci déjà pour cette présentation. J'avais une petite question concernant une éventuelle exposition professionnelle. Est-ce que dans le cadre de ces études, vous tenez compte d'une éventuelle exposition professionnelle aux produits? Alors oui, dans nos études, on a effectivement un questionnaire qui est assez détaillé sur tout ce qui est exposition professionnelle. Donc il y a, pour 2 métaux, l'exposition professionnelle est ressortie d'ailleurs comme facteur de risque. Après le problème, c'est que malgré le fait qu'on soit sur des échantillons de population qui sont assez importants, ils sont pas assez importants pour montrer quelque chose d'un point de vue statistique pour pour des métiers précis, pour des expositions assez précises, puisqu'en général, on va avoir 2-3 personnes, donc on va pas pouvoir, en fait, d'un point de vue statistique, montrer quelques relations. D'accord. Donc pour ça, il faut en général faire des études un peu plus spécifiques. D'accord, en ciblant une catégorie Oui, professionnelle exactement. éventuellement. D'accord. D'accord, merci. Bonjour, je voudrais vous poser une question. Concernant justement les légumes bio imprégnés au cuivre, est-ce que le fait de les laver suffit ou déjà à prévenir, ou est-ce qu'il vaut mieux carrément ne pas acheter de légumes bio parce que finalement c'est plus contaminant que les autres? Alors en fait, dans nos questionnaires ou dans notre étude, on s'intéressait au lavage des aliments. Donc effectivement, on n'avait pas beaucoup d'influence, le lavage des aliments. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce que je disais à la fin. Peu importe que ce soit bio, pas bio, il ne faut pas trop se focaliser sur des éléments comme ceux-là, le bio va apporter certaines choses, mais l'agriculture non bio va en apporter d'autres. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est de diversifier son alimentation, en fait. Merci.
Merci, merci. On va peut-être enchaîner sur la présentation et on continuera les questions dans un deuxième temps. Merci beaucoup, Clémence. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran et est-ce que mon micro ne hache pas ma parole? Bon, je crois que c'est bon maintenant. Merci. Bon, ben, c'est formidable. Alors, du coup, moi, je vais plus m'attacher donc au volet de la surveillance des pathologies, donc en lien avec les perturbateurs endocriniens. Et puis, du coup, je vais ramener un petit peu de contexte, revenir un petit peu avant sur la définition des perturbateurs endocriniens, parce que pour légitimer un petit peu notre démarche, vu que c'est pas si évident au niveau international, cette surveillance avec l'angle perturbateur endocrinien. En général, les équipes de recherche se focalisent sur des groupes de maladies, alors que nous, on essaye de construire une surveillance autour de l'ensemble des maladies ayant un lien avec les perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, donc par mimétisme, ayant des propriétés hormonales qui peuvent contribuer en gros à perturber le système endocrinien et du coup avoir un impact sur la santé des espèces animales et donc y compris l'espèce humaine, quoi. Donc c'est bien les observations initiales dans les années 60-70 d'impact sur le règne animal qui a permis de déterminer un peu la spécificité des mécanismes des perturbateurs endocriniens par rapport aux autres substances chimiques et qui a permis en gros de ringardiser tous les modèles toxicologiques et épidémiologiques qu'on utilisait comme outil d'aide à la décision pour les politiques de prévention de la santé, des écosystèmes et de la santé humaine, quoi. Donc, à partir de ces constats, de cette surveillance dans la faune, du coup, les équipes de recherche ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur les perturbateurs endocriniens, leur spécificité par rapport aux substances chimiques, avec notamment justement le meurtre du paradigme de Paracels qui disait donc que le poison c'était la dose et du coup qui imaginait une espèce de proportionnalité entre la dose et les effets, ce que donc les perturbateurs endocriniens ont remis un petit peu en jeu. On peut avoir donc des effets plus forts à des faibles doses par rapport à des doses plus élevées. Et du coup, on a des relations dose-effet qui ne sont plus monotones, qui ne sont plus linéaires et qu'il va falloir intégrer dans notre conception du danger et du risque. Alors, c'est vrai également pour les autres substances chimiques, hein, mais ça l'est encore plus pour les perturbateurs endocriniens. On a des effets donc cocktails. L'effet des mélanges des substances peuvent être synergisés par rapport à des effets additionnés des substances les unes par rapport aux autres. On peut même avoir des effets, alors pour 3 substances qui n'ont pas d'effet, quand on les mélange, peut y avoir un effet. Du coup, ce n'est même plus une question de quantité, mais une question de nature des effets toxicologiques. Et puis, on a des nouvelles connaissances sur l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est pas ce qui est inscrit dans les gènes, hein, mais c'est ce qui va être exprimé par le gène. Alors, normalement, à partir de signaux environnementaux. Et là, ce sera donc des gènes qui seront exprimés de manière fausse par ces substances endocriniennes qui vont perturber la compréhension de l'environnement par l'organisme. Du coup, alors pour toutes ces raisons, on va avoir des difficultés pour établir des relations entre l'exposition et les effets par rapport au modèle toxicologique classique. Et puis des problèmes méthodologiques, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur des études sur les médicaments, où on peut étudier expérimentalement les effets d'une substance sur l'homme, avec des essais à l'inverse
avec des cas contrôles contre placebo, randomisés, etc. Du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir avoir des causalités entre des substances et des effets. Et du coup, on va utiliser plus des voies pragmatiques qui utilisent le poids des preuves, qui va utiliser en gros toutes les données disponibles en termes d'observation sur la faune sauvage, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, hein, avec les études de Rachel Carlson, des études in vitro, des études expérimentales in vivo, donc chez l'animal. Alors souvent le modèle du rat est utilisé. Et puis des modélisations in silico, on va modéliser en gros, on va essayer de prédire l'activité d'une substance en fonction de sa configuration chimique. Voilà. Et du coup, on s'est doté pour quand même tenter de réglementer ces perturbateurs endocriniens. On a du coup intégré récemment en Europe une définition. Donc un perturbateur endocrinien, ça doit avoir un effet néfaste sur un organisme intègre, un mode d'action perturbateur endocrinien, donc un mode d'action, une propriété hormonale, et un lien de plausibilité biologique entre les deux. Voilà. Et du coup, réunir ces trois conditions va être globalement assez compliqué. Et c'est ce qui discrédite un petit peu les études épidémiologiques en première approche. Alors, les études épidémiologiques, ça va pouvoir potentiellement montrer un effet, mais on n'arrivera jamais à montrer le mécanisme hormonal de la substance qui est potentiellement à l'œuvre sur ces pathologies, quoi. Donc, on va quand même utiliser les études épidémiologiques parce qu'elles restent pratiques pour montrer des fenêtres de vulnérabilité dans des populations. Alors, typiquement, la phase préconceptionnelle, la phase in utero, ou la phase de puberté, ou la femme enceinte, où si on montre plus d'effets pendant ces phases-là, on peut se dire que potentiellement c'est lié à des mécanismes hormonaux. On sait que donc dans ces phases un petit peu de perturbation, les hormones prennent un peu génèrent un petit peu tout un tas de processus. La surveillance épidémiologique peut permettre également d'identifier des tendances temporelles sur l'augmentation et la prévalence ou l'incidence de nombreuses maladies chroniques, régulièrement attribuées ou au moins imparties aux perturbateurs endocriniens. Et puis dernièrement, du coup, et ça a souvent été porté par les programmes de recherche européens. On essaye de combiner à la fois les approches épidémiologiques, les modèles toxicologiques, l'expologie. On essaye de construire de l'interdisciplinarité pour essayer d'aller, que nos approches, nos études épidémiologiques puissent structurer toutes les informations disponibles. Voilà. Et sinon, on fait aussi beaucoup appel aux expertises collectives internationales pour toujours essayer de mettre à jour la plausibilité des relations entre les substances et les effets. On a notamment des rapports des Nations Unies et de l'OMS qui sortent tous les 10 ans pour remettre à jour, en gros, l'état des connaissances sur ce sujet-là. Voilà. Du coup, alors, au-delà du constat scientifique, on a également des préoccupations, hein, parce que du coup, alors comme l'a montré tout à l'heure Clémence, on a à la fois une ubiquité de l'exposition des populations à des substances possiblement perturbatrices endocriniennes, et les programmes de surveillance des milieux environnementaux, alors soit dans l'air, soit dans l'eau, soit dans les sols, montrent également une ubiquité de ces substances et du coup une contamination de ces différents compartiments environnementaux. Donc on a ces rapports institutionnels au niveau international et puis des augmentations de prévalence et d'incidence de maladies chroniques qu'on a du mal à expliquer. Alors
au début des maladies reproductives. Et puis ça s'élargit. Et puis du coup, on commence à suspecter des relations entre perturbateurs endocriniens et des maladies au-delà des maladies reproductives, alors comme les cancers hormonodépendants ou d'autres types de maladies métaboliques, etc. Et puis la société civile qui s'est emparée en gros de ces sujets et qui l'a posé sur la table dans les différents plans nationaux santé, environnement au niveau de la France. Là, du coup, alors ça a commencé dès le premier, et là on en est au 4e, et cette thématique se renforce systématiquement. Et puis on a également du coup des plans, des stratégies nationales sur les perturbateurs endocriniens 1 et 2 qui visent à réduire l'exposition des populations. Et du coup, à partir de l'ensemble de ces constats, Santé publique France, du coup, a proposé une démarche de surveillance et d'analyse, alors au niveau national, d'indicateurs sanitaires en lien avec les perturbateurs endocriniens. Alors, une démarche qui... alors du coup, une démarche qui s'est structurée plutôt autour des maladies de santé reproductive, ce qui a été plus développé jusqu'à présent à Santé publique France, parce que c'est à partir de ces maladies qu'on a vraiment posé le plus d'hypothèses sur leur lien avec les perturbateurs endocriniens, notamment à partir des années 90, où on sait qu'on a une baisse de la qualité du sperme dans les pays occidentaux, et puis des baisses du niveau de la testostérone chez l'homme. On a également une augmentation avérée de l'incidence, de l'incidence des cancers des testicules, et des possibles augmentations de l'incidence de la cryptorchidie et de l'hypospadias. Alors, la cryptorchidie, c'est la non-descente des testicules dans le scrotum chez les petits garçons, et les hypospadias, c'est la malformation de l'urètre, donc à l'extrémité du pénis, pareil chez le garçon, quoi. Et du coup, sur l'ensemble de ces caractéristiques, Skykbeck, dans le début des années 2000, a proposé donc une théorie du syndrome de dysgénésie testiculaire qui rassemblerait donc l'ensemble de ces pathologies, et qui aurait du coup une hypothèse causale avec l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors l'ensemble des perturbateurs endocriniens dont a parlé déjà Clémence, les pesticides, les phtalates, les métaux, les retardateurs bromés, et puis des produits plutôt pharmaceutiques. Donc à ce syndrome, plutôt chez l'homme, il y a un concept miroir, le syndrome de dysgénésie ovarienne, qui va rassembler alors plus l'endométriose ou les fibromes utérins. Et du coup, ces maladies-là sont en gros la déclinaison des origines développementales de la santé et des maladies. Alors c'est un concept de la DOAD qui laisse entendre que beaucoup de maladies déclenchées chez l'adulte sont générées au moment des 1000 premiers jours, alors comme on aime le dire à Santé publique France. Alors, du coup, on a défini ce qu'était la santé reproductive en reprenant la définition de l'OMS. C'est l'ensemble des processus, des fonctions et des systèmes de reproduction à toute étape de la vie. Et ça va regrouper les pathologies, les caractéristiques biologiques, les processus de développement, les effets intergénérationnels de reproduction, alors notamment à travers les processus de contamination et d'impact sur les gamètes, et via les processus épigénétiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et du coup, alors, nos objectifs de surveillance spécifiques sur les perturbateurs endocriniens, ça va être donc de décrire et de quantifier des variations spatio-temporelles au niveau national, donc voir si l'incidence augmente dans le temps.
Si on peut visualiser des hétérogénéités spatiales fortes dans la cartographie de ces indicateurs qui nous permettraient d'alimenter nos spéculations sur les hypothèses d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et puis, du coup, on va confronter alors, ces résultats aux hypothèses étiologiques existantes, voire en générer des nouvelles. Et, voilà. Et du coup, cette surveillance va être du coup, des analyses en appui aux politiques publiques pour orienter des politiques publiques de réduction de l'exposition ou pour sensibiliser les populations à avoir des meilleures pratiques de réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Voilà. Du coup, alors, on avait fait un travail en 2016 de priorisation avec le réseau Urgent qu'on pilotait. Alors, c'était un réseau international de spécialistes de la santé reproductive et avec lesquels on avait travaillé pour prioriser quels seraient les indicateurs sur lesquels on allait axer notre surveillance, en utilisant en gros ce dont je vous parlais tout à l'heure en termes d'informations et de données, les rapports des Nations Unies et de l'OMS sur le poids des preuves des maladies existantes. Un autre rapport sur, alors plutôt les mécanismes perturbateurs endocriniens des substances qu'avait produit la Commission européenne. Et du coup, on avait scoré, en gros, l'ensemble des pathologies pour établir un classement, pour après nous voilà, prioriser, en gros, notre surveillance dans les années à venir. Du coup, on avait rassemblé par type de maladie et puis on avait regardé les facteurs de risque, les substances qui impactaient. Alors, pour les métaux, on avait notamment le cancer de la prostate, les naissances prématurées et puis l'âge de la puberté qui pouvait être identifié comme causal potentiel d'une exposition aux métaux. Alors voilà ce que ça nous avait donné. Donc on avait classé en premier donc, les cancers hormonodépendants, donc les cancers du sein et de la prostate. Alors le sexe ratio à la naissance, sachant qu'a priori des perturbations endocriniennes, ce qu'on avait pu voir par ailleurs dans les études observationnelles dans la faune, pouvait privilégier les naissances plutôt féminines. Alors, des indicateurs d'endométriose et de fibrome utérin, des indicateurs TDS dont on a parlé tout à l'heure, donc qualité du sperme, cancer testicule, cryptorchidie, hypospadias et distance anogénitale, et puis la puberté précoce. Sachant que les cancers, finalement, bon, c'était une autre direction qui faisait de cette surveillance-là. Donc, du coup, on s'est plutôt attaché au syndrome de dysgénésie testiculaire, à la dysgénésie ovarienne et puis la puberté précoce. Donc là, je vais vous présenter les démarches de construction et d'analyse des indicateurs, sachant que nos spécificités à Santé publique France, c'est d'utiliser des bases de données existantes, alors existantes, produites au niveau de l'ensemble du territoire, donc au niveau national, et sur le long terme, en routine, donc pour pouvoir donc, faire nos évaluations temporelles. Alors, le premier indicateur du syndrome de dysgénésie testiculaire que je vais vous présenter, donc c'est sur la qualité du sperme. Du coup, on utilise le registre FIVNAT qui permet d'enregistrer en gros les spermogrammes qui sont réalisés dans le cadre des premières tentatives de FIV ou d'ICSI. Donc, on a choisi pour pas biaiser l'étude et d'essayer d'avoir des échantillons le plus représentatifs de la population générale, de ne sélectionner que les hommes partenaires de femmes infertiles, pour éviter d'avoir des hommes infertiles en surnombre dans nos échantillons. Et du coup, on a défini donc femmes infertiles comme les femmes ayant les 2 trompes bouchées ou absentes.
Et au final, du coup, on avait 26 000 échantillons, et sur ces échantillons, on l'avait en double exemplaire, enfin en 2 prises, 2 spermogrammes par échantillon, par homme, pour évaluer l'intervariabilité par individuelle, quoi. Et du coup, sur chacun de ces spermogrammes, on avait donc les informations sur la concentration, les mobilités totales, la morphologie décrite en termes de pourcentage de forme normale. Et à partir de ça, on pouvait faire des analyses spatio-temporelles pour du coup identifier les tendances de l'augmentation ou de la baisse de cette qualité du sperme et voir les variations au niveau des territoires. Donc on a fait pareil sur le cancer de testicules, des cryptorchidis et des hypospadias. Alors là, plutôt à partir de données hospitalières de la base de données PMSI. Et là, dans ces cas-là, on utilisait donc seulement les cas opérés et en définissant un cas incident comme le premier séjour hospitalier pour chaque pathologie. Du coup, pareil, à partir de ces données, on était capable de faire des modélisations spatiales et temporelles à la résolution. Alors, ça dépend, voilà, le nombre de cas et la représentativité des données, mais du coup, jusqu'alors, on travaillait plutôt à une résolution départementale en posant l'hypothèse de notre donnée, on le rattachait à l'adresse du département de résidence. Et du coup, on pouvait tester différents types de modélisation pour voir l'impact des méthodes statistiques qu'on utilisait. Donc, sur la qualité du sperme, à partir des données analysées entre 89 et 2005, alors sur un échantillon de 26 000 hommes, on a construit un homme de référence de 36 ans, sachant que plus l'homme vieillissait, plus de toute manière la qualité de sperme se dégradait. Donc, pour pouvoir être comparable dans l'espace et dans le temps, donc on a standardisé sur cet homme de 36 ans. On a pu mettre en évidence une diminution de 1,9% de la qualité du sperme. Alors, c'était la concentration de spermatozoïdes. Du coup, calculé donc sur les 16 ans de notre analyse, quoi. Donc sur 16 ans, on avait en gros une diminution globale de 36% de la qualité du sperme sur l'ensemble de la France. Et du coup, après nos données nous permettaient de travailler alors au niveau régional, donc c'est les anciennes régions de France, et du coup on observait pour chacune de ces régions une tendance globale de baisse, mais qui était assez hétérogène. Enfin, la cinétique de dégradation était différente en fonction des régions, et c'est ce qu'on fait apparaître sur la carte qui apparaît ici, avec des couleurs plus foncées pour les régions pour lesquelles la dégradation était plus forte, quoi. Donc on avait en gros 2 régions qui sortaient un petit peu du lot. La région Aquitaine, pour laquelle on observait vraiment une baisse très élevée par rapport à la tendance globale. Et puis la région Midi-Pyrénées, où on était à peu près sur les mêmes cinétiques de dégradation, mais par contre on partait très bas en termes de qualité par rapport aux autres régions. Donc voilà, donc on observe une baisse à la fois de la concentration en spermatozoïdes et une dégradation des formes normales des spermatozoïdes. Voilà, du coup après on obtient des résultats similaires pour le cancer du testicule. Donc là, on observe une augmentation du taux d'incidence brute du cancer de testicule de 1,5% par an sur une étude de 15 ans. Et on observe donc des disparités spatiales, alors beaucoup moins marquées que la qualité du sperme, même si avec une cartographie c'est difficile de voir l'amplitude des variabilités spatiales. On voit de fait du blanc et du rouge, mais
Bon, c'est un peu moins important que l'indicateur précédent. Et là, alors, c'est pas une cartographie de la cinétique de dégradation, c'est plutôt une photo des cancers pour l'année 2014. Et ce qu'on peut voir, c'est que bon, ben, les régions ultramarines se portent plutôt bien et que l'on observe des incidences un peu plus élevées, alors à la fois à l'est et à l'ouest de la France. Donc pour les cryptorchidis, on a donc réalisé cet indicateur, cette analyse sur les années 2002 à 2014. Et de la même manière, on observe une augmentation pour les enfants de moins de 7 ans assez élevée, avec une augmentation d'incidence de 2,6% par an, ce qui nous fait à peu près 7000 nouveaux cas par an chez les petits garçons. Et puis, de la même manière que tout à l'heure, on observe une faible incidence dans les régions ultramarines, ce qui n'est pas toujours si évident, parce qu'on a plus l'habitude de voir des indicateurs plus dégradés pour les régions ultramarines en règle générale. Voilà, donc pour l'hypospadias, pas d'augmentation. Rien de particulier pour la région parisienne, et puis des faibles incidences pour les régions ultramarines, et puis des faibles hétérogénéités spatiales. Voilà, donc là c'était pour les 4 indicateurs du TDS. Du coup, quand on essaye de les réfléchir ensemble, voilà, on peut dire en tout cas que les cartographies se ressemblent pas du tout, ce qui est un petit peu, ce qui était un peu contre-intuitif parce qu'on aurait pu imaginer initialement, vu que voilà, le concept tendait à lier en gros ces 4 indicateurs, ces 4 pathologies et de proposer une interrelation entre ces pathologies-là. Mais ce qu'on peut voir, c'est quand même une altération de la santé reproductive masculine depuis les années 90, quoi. Alors, pour l'ensemble des indicateurs, et une dégradation depuis les années 70 pour la qualité du sperme. Alors, si on se réfère à une autre étude menée par le CECOS. Donc, ce qui est en cohérence avec l'ensemble des données vues à l'international, notamment les données scandinaves et nord-américaines. Et voilà. Et du coup, bon, on a un petit peu de mal quand même à tester en fait ces hypothèses par rapport à l'exposition aux perturbateurs endocriniennes, mais même si du coup on peut pas forcément mettre de relation entre les deux, effectivement l'augmentation, la production de perturbateurs endocriniens, voire de substances chimiques, a été accrue depuis les années 50, quoi. Alors après, sur d'autres facteurs de risque potentiels, on peut trouver l'augmentation du tabagisme chez les mères, des facteurs nutritionnels ou métaboliques chez les parents, une augmentation du stress, de la chaleur et une dégradation du sommeil, quoi. Et puis après, voilà, globalement, ces cartes nous donnent des difficultés quand même à générer des hypothèses intéressantes. Et du coup, il y a tout un tas de facteurs qu'on n'a pas encore identifiés et qu'on aimerait identifier par la suite. Alors, au-delà de ce syndrome masculin, on a également produit des indicateurs du coup, de santé reproductive chez la femme, pour l'endométriose et pour les fibromes utérin, dont les rapports vont sortir d'ici la fin de l'année. Mais du coup, là, je vais vous présenter donc, un autre indicateur de puberté précoce, qui est un autre indicateur de santé repro qui avait été priorisé par ailleurs par le réseau Urgente, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup, alors la puberté précoce, c'est différent de la puberté avancée, qui est
qui arrive après 8 ans pour les filles et 9 ans chez les garçons, quoi. Donc nous, la puberté précoce, ça va être donc avant 8 ans chez les filles et 9 ans chez les garçons. Et du coup, les causes donc, de cette puberté précoce alors, sont des lésions du système nerveux alors, pour les pubertés précoces centrales ou certaines tumeurs périphériques comme les tumeurs ovariennes ou surrénaliennes. Bon, après, on a d'autres facteurs de risque identifiés comme la génétique et le surpoids, mais c'est des maladies qui tendent à augmenter sans qu'on arrive toujours à bien comprendre les facteurs de risque associés. Donc, la plupart des pubertés précoces sont des pubertés précoces centrales idiopathiques, ce qu'on va étudier ici, et elles sont soignées par un traitement spécifique d'agoniste au GnRH, là, est soigné, alors en général, pour permettre aux enfants d'avoir une puberté normale, enfin, plus facile à vivre, et également pour augmenter leur stature, que la puberté pourrait tendre à casser. Voilà. Et du coup, on a pas mal identifié alors, dans la littérature une plausibilité du rôle de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors, soit pour retarder la puberté précoce pour le plomb, comme on a vu tout à l'heure, soit pour l'avancer. Du coup, voilà, c'est pas toujours très clair les processus en œuvre, mais il est bien, enfin voilà, mécaniquement, on sait quand même ce qui se passe en termes de déclenchement de puberté. C'est assez bien décrit, mais par contre, les facteurs de risque qui influent l'avancée ou le retardement, c'est pas toujours bien décrit. Voilà, du coup, en termes de méthode, donc on va construire un indicateur de puberté précoce centrale idiopathique, donc à partir du SNIRAM, du coup, alors plutôt la DSIR pour la délivrance de médicaments, donc des agonistes GnRH. On a considéré le cas incident, le premier remboursement d'agonistes, et on a considéré à peu près 1 an entre le diagnostic et la délivrance de médicaments, donc il y a 1 an de recul là, pour les filles et les garçons. Donc ça va être une étude, alors au début de 2011-2013, et puis on a récemment étendu les résultats jusqu'à 2017. Les résultats se confirment, mais là je vais présenter juste 2011 à 2013. Alors on a exclu les pubertés précoces associées à des lésions connues, alors les centrales et les périphériques, et puis pareil que tout à l'heure pour la qualité du sperme. Enfin, en général, on utilise 4 modèles spatiaux prédictifs pour voilà, prédire les risques de déclencher cette maladie sur les territoires. Voilà. Et en plus des autres indicateurs, alors on a mené des entretiens semi-directifs pour tester en gros les biais de dépistage au niveau des territoires. Et du coup, on les a menés dans 5 régions avec des incidences très marquées pour essayer de discuter des différentes variabilités qu'on pouvait trouver pour rationaliser l'impact de ces variabilités par rapport à nos hypothèses de perturbateurs endocriniens. Voilà, donc sur les 3 ans d'études, on a trouvé chez la fille 3519 cas, du coup, ce qui nous faisait une moyenne de 1173 cas, et du coup un taux d'incidence de 2,68 pour 10 000. Et pour les garçons, on a trouvé 352 cas, donc ce qui fait 10 fois moins de cas que chez la fille, et du coup un taux d'incidence de 0,24. Je vous interromps juste une seconde, ouais. Julien, juste pour vous dire qu'on arrive à la fin du timing, si on veut garder un petit peu de temps pour les questions, 5 minutes. Voilà, ouais. Savoir si vous étiez si vous arrivez sur la fin de votre présentation. Oh, ouais, je peux y arriver vite fait. Alors,
je vais résumer la fin, mais du coup, on pourra y revenir sur les questions, hein, s'il y a des choses qui vous intéressent plus que le reste. Du coup, alors, la force de nos indicateurs, c'est qu'ils couvrent l'ensemble du territoire, qu'on utilise un grand nombre de données, qui ne coûtent pas cher parce qu'enregistrées par ailleurs et pérennes, elles permettent d'avoir des résolutions de plus en plus fines et du coup de comparer les phénomènes dans le temps et dans l'espace. Et alors les limites qui sont encore plus à retenir, c'est qu'on suit des indicateurs et du coup pas des cas certifiés et que de fait on va avoir juste une idée à un sous-ensemble d'incidence. Du coup on va sous-évaluer l'incidence. On va avoir des biais sur les variations spatiales, sur la prise en charge qui peut être différent en fonction de la formation des médecins ou des personnalités. Et puis, alors, on ne va pas pouvoir prendre en compte les facteurs individuels. Voilà. Après, j'avais d'autres slides sur comment on va vouloir croiser avec des indicateurs d'exposition géographique et les limites en fait, de nos approches pour justement mettre en relation le fait que ce soit des perturbateurs endocriniens et des maladies suspectées liées à des perturbateurs endocriniens, les biais potentiels, enfin, les limites des données et des approches d'exposition et d'expologie derrière. Et puis, alors, en termes de perspective, du coup, c'est la mise à jour de l'ensemble de nos indicateurs, essayer d'aller plus loin, au-delà de la santé reproductive, dans le cadre du projet PEPS, du coup, d'essayer d'élargir les maladies que l'on va suivre, faire des évaluations quantitatives d'impact sanitaire pour évaluer le fardeau sanitaire de ces maladies, pour du coup identifier le nombre de cas, le coût sur la santé, des externalités de ces expositions aux perturbateurs endocriniens, et puis l'envie de mieux développer nos visions de construction d'indicateurs environnementaux géographiques pour essayer d'améliorer en gros le contenu de nos recommandations pour les politiques publiques, pour affiner en gros les actions qui pourraient être tirées de nos analyses. Et voilà, et je suis désolé d'avoir dépassé. Merci beaucoup pour cette présentation très très précise. Est-ce que donc certaines personnes veulent intervenir sur ce sujet qui nous a déjà fait beaucoup parler lors de notre journée environnement Oui, bonsoir. J'aurais une petite question. Est-ce qu'il est prévu qu'on aborde la question des métaux lourds et des perturbateurs éventuellement présents sur les particules ou au sein de la pollution atmosphérique ou de la pollution extérieure et intérieure? Alors, du coup, c'est toute la difficulté d'avoir des données environnementales qu'on va vouloir croiser avec nos cartographies d'indicateurs sanitaires. Est-ce qu'on peut avoir l'équivalent de ces modélisations au niveau environnemental? Et du coup, c'est très substance dépendante et très équipe dépendante. Alors, je sais qu'il y a eu, par exemple, le projet de recherche XENER qui a été porté par le Cancéropole de Lyon, dans lequel l'INERIS a participé et qui a fourni tout un tas de modélisations sur 20 ans de polluants de métaux lourds, alors métaux lourds suspectés d'avoir des effets perturbateurs endocriniens, donc notamment le cadmium. Et du coup, à partir des données d'émission, on va pouvoir modéliser
et de la météo et de la topographie, on va pouvoir modéliser des concentrations de cadmium dans l'air et avoir des cartographies plus ou moins précises sur les pas de temps d'intérêt. Donc là, c'était les années de 90 à 2010. Donc, il est possible de croiser, alors, est-ce qu'ils sont absorbés sur les particules ou pas? Les sorties du modèle permettent d'avoir à la fois des concentrations gazeuses et des concentrations particulaires. Du coup, on peut séparer après les deux types de variables si on souhaite faire la différence ou faire la somme des deux, quoi. Donc, c'est des données qui ont été générées il y a à peu près 1 an et qu'on commence à acquérir à Santé publique France pour justement commencer à croiser nos cartographies. Et du coup, voilà, ça fait partie, en gros, de nos objectifs de repenser un peu les études de corrélation écologique, alors de les réfléchir pour essayer de combiner en fait les différents polluants qu'on peut avoir dans les différents milieux environnementaux. Merci. D'autres questions? Ah, Julie, vous voulez énoncer votre question ou vous préférez qu'on la lise? Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt une question pour Clémence. Je vais laisser répondre. donc, est-ce que l'utilisation des produits biologiques, par exemple les cosmétiques, peut-elle diminuer tout de même l'exposition aux perturbateurs endocriniens? Est-ce que c'est une mesure de prévention qu'il faut conseiller? Utiliser des produits biologiques au niveau des cosmétiques. Alors, est-ce que tu peux répondre, Clémence? Oui. Ouais. Alors, bien sûr, je vais essayer de reformuler la question. En gros, c'est est-ce que si on utilise des cosmétiques biologiques, alors diminuer l'exposition aux perturbateurs endocriniens, non. Par contre, pas augmenter son imprégnation, oui, c'est possible, mais tout dépend en fait de la composition des cosmétiques, hein, c'est toujours pareil. Donc, voilà, il faut bien lire les étiquettes et voir effectivement ce qu'ils contiennent. Et après, pour l'alimentation, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc le mieux, c'est vraiment de diversifier son alimentation voilà, pour limiter ces expositions. Bonjour. Oui, Myriam, oui, on vous écoute. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Oui. Alors, j'ai une question pour des personnes qui ont des nodules thyroïdiens ou qui ont été opérés et qui ont des traitements. Je voulais savoir s'ils étaient plus sensibles aux perturbateurs endocriniens ou ils étaient plus protégés du fait de leur traitement, le levothyrox en l'occurrence. Je ne peux pas du tout vous répondre. Je ne sais pas du tout. Voilà. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Bon, on recherchera la réponse. Ouais. On essaiera de revenir vers vous. Merci. Bien, je crois qu'on arrive à l'heure de la fin prévue de notre session. Donc, je voudrais remercier tout particulièrement Julien Cotteville et Clémence Pillol, et puis l'ensemble de nos participants, et vous dire à très bientôt pour la prochaine formation. Le thème qui sera évoqué prochainement, ce sera le développement durable, probablement. Si on n'a pas de nouvelles sessions à faire au niveau du Covid. Et on espère avoir d'autres rendez-vous avec Santé publique France sur différents thèmes. Donc, toute notre session sera enregistrée et j'espère aussi les diaporamas seront disponibles. Merci beaucoup. Et... Merci. J'avais juste un
une petite demande, justement, parce qu'à Santé publique France, aujourd'hui, on est en train de préparer une nouvelle étude, l'étude Pestirive, qui est une étude d'exposition pesticides des riverains de zones viticoles, et on cherche des laboratoires pour stocker nos échantillons, contre rémunération, bien entendu, et notamment donc, dans la région PACA. Donc, si jamais voilà, vous êtes biologiste, vous avez un laboratoire et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, c'est clémence.filleul@santépubliquefrance.fr. Merci beaucoup. J'en profite. Clémence, si vous voulez, on pourra faire passer votre demande, votre petite annonce. Je veux bien, avec plaisir. Oui. Avec notre mailing. OK, avec notre prochain mailing. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.